au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Charles. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Ça va bien aussi. On va faire du millage sur ce qu'on avait commencé à parler la dernière fois sur nos nouveaux ADR, évasion et machin. D'une façon un peu plus technique, puis on va s'amuser avec ces concepts-là, puis creuser davantage. Je te laisse commencer. Avec plaisir. Ben, en fait, on a parlé un peu, c'est ça, des différentes techniques que les EDR utilisent pour être capables, eux, de détecter les activités malicieuses. On a quand même survolé ça à haut niveau. Puis ce que je propose aujourd'hui, c'est peut-être d'aller un peu plus dans le détail technique de tout ça, de voir un peu où et comment les EDR peuvent s'adapter aussi pour être meilleurs à ça, et aussi potentiellement vous en tant que Red Teamer ou attaquant, comment vous pouvez définitivement contourner les EDR si ça fait du sens pour toi. Absolument. De toute façon, on l'avait vu un peu la dernière fois, c'est pas tant difficile que ça à contourner un EDR. Probablement parce que je suis plus attentif sur ce sujet-là récemment et j'ai vu qu'il y avait une série d'articles sur comment contourner un EDR de 1 million de façons différentes qui sont finalement juste des façons logiques ou des places où le EDR n'a pas de vue. Et c'est normal à certains égards que le EDR n'ait pas de vue sur certains aspects. Là. Exact, définitivement. Puis aussi, les mécanismes qui sont en place ont certaines limites. Tu vois, justement, récemment, j'ai vu un cas d'un collègue dans le contexte d'un mandat où il y avait son C2 qui connectait sur Internet. Donc, évidemment, l'exécutable est sur le système, aucune alerte, tout le monde est content. Par contre, cet exécutable-là envoie des requêtes HTTP sur une adresse IP publique sur Internet. Donc, potentiellement un indicateur. Il faut comprendre quand même que si on pense à des processus comme Teams puis toute la télémétrie de Windows, des processus qui parlent sur Internet, c'est quand même assez fréquent. Là où ça devient intéressant, c'est que peu importe la technique d'évasion pour avoir ton exécutable là, si tu fais de la reconnaissance avec cet exécutable-là dans le réseau interne, tu vas avoir la plupart des EDR, on va les appeler les top tiers, là, qui vont être capables de détecter l'activité. Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une alerte qui vont souvent considérer comme étant du machine learning, là, qui va dire un truc du genre tu as un binaire qui parle sur Internet au domaine XYZ qui est généralement contrôlé par le Red Teamer ou l'attaquant. Et ce même exécutable aussi fait des connexions à l'interne sur des protocoles SMB, LDAP, Kerberos, des trucs comme ça. Dépendamment du niveau de sophistication de l'outil, de ce que moi j'ai observé, LDAP est beaucoup moins corrélé. Mais souvent, tout ce qui est SMB, donc port 445, 135, ça va lever des alertes, en fait. Puis ça fait du sens parce que tu as un processus qui parle à Internet, c'est correct. Tu as un processus qui fait des requêtes sur le réseau interne, c'est correct. Les deux ensemble, beaucoup moins fréquents. Surtout si c'est un binaire qui n'est pas signé Microsoft, qui n'est pas dans un dossier où on s'attendrait à voir ça. Donc, on se dit, bon, parfait, je ne peux pas faire de reconnaissance interne, c'est fini pour moi. Une solution simple, en fait, c'est encore là, c'est d'utiliser les fonctionnalités de Windows. Il y a un concept qui s'appelle les name pipes. Les name pipes, en fait, c'est utilisé comme des fichiers. La beauté sur Windows, tu peux aller lire avec des name pipes et le réseau comme si c'était des fichiers. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer un name pipe. Un name pipe, en fait, c'est que tu vas te connecter soit localement ou sur un système distant en utilisant un path spécifique avec le mot name pipe dedans, puis tu vas donner un nom arbitraire de ton choix. L'idée avec ça, en fait, c'est que tu peux faire du Inter-Process Communication, là, vous excuserez l'anglicisme, là, de la communication inter-process. L'idée, c'est que tu peux avoir un name pipe qui est lancé par un processus A qui peut communiquer avec le processus B. L'idée ici, en fait, c'est qu'on a un processus malicieux qui parle à l'Internet. Parfait. On a un deuxième processus qui peut être le même. Puis sachez que pour ceux qui font du Red Team, il y a la plupart des outils supportent ce qu'ils appellent généralement du SMB Beacon ou des trucs comme ça. Donc, ça te permet d'avoir un agent qui communique exclusivement avec les name pipes. L'idée, en fait, c'est qu'on va avoir deux processus en parallèle qui n'ont aucun lien.
Le processus A va s'occuper de faire l'appel réseau pour aller te connecter à distance. Le processus B va s'occuper de faire la reconnaissance sur le réseau. Donc, on a maintenant 2 processus détachés qui font des communications uniques. Donc, évidemment, on vient d'enlever cet indicateur-là. Puis, comment ça fonctionne, les namepipes, après, c'est que ce processus-là, B va parler à travers les namepipes au processus A. Donc, tu viens de briser complètement la chaîne de machine learning de processus parlent à l'Internet et processus parlent localement parce que ça devient en fait 2 processus indépendants qui, eux, derrière le rideau, se parlent à travers les namepipes. C'est le genre de truc qui fonctionne depuis des années, qui fonctionne super bien. C'est des fonctionnalités qui sont même built-in dans la plupart des outils offensifs. Et encore là, c'est pas détecté. Je pense que ça doit faire 8 ans que j'en parle dans mon Red Team Training de cette petite astuce-là. Donc, des fois, c'est aussi pas juste de comprendre l'aspect technique de comment l'EDR fonctionne, mais de comprendre où il va chercher son information pour être capable de littéralement passer à côté. Ce qui est le fun souvent de ces alertes-là, surtout quand c'est du machine learning ou du AI-driven, vont avoir tendance à être très, très verbeux sur comment la détection a été faite. Donc, si tu as l'alerte qui dit tu fais du port 135, 445 à l'interne et de l'Internet, ben, si tu coupes les deux, tu vas probablement être capable d'enlever l'alerte. Donc, c'est définitivement une chose qui est relativement facile à accomplir pour ce qui est de la détection réseau, par exemple, qui est un des métriques parmi tant d'autres qui peut être utilisé, évidemment, pour détecter des activités malicieuses dans un environnement. Ouais, puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est à quel point c'est encore, somme toute, des signatures qui sont utilisées par les DR, même s'ils se vantent de d'autres choses, parce que là, le reste, c'est une signature X qui va évoluer avec le temps sur du fonctionnement de certains paramètres. Et comme l'exemple que tu mentionnes, c'est communication réseau vers l'extérieur et vers l'intérieur en même temps par le même process. Mais si on découpe ça, pouf, c'est fini, il ne voit plus rien. Puis il devient complètement aveugle sur la capacité d'intervenir en temps opportun. On est d'accord, puis il y a toujours aussi le trade-off de on veut pas trop de faux positifs parce que c'est quelque chose qui revient souvent de ces temps-ci, là, le alert fatigue. Si tu génères 150 000 alertes sur un système par jour, les gens vont arrêter de les regarder. Puis en fait, tu vas finir par perdre la valeur. Fait que je pense qu'il y a une espèce de trade-off, puis on a peut-être eu cette conversation-là dans le passé. Je crois personnellement que les EDR font un travail acceptable avec ce qu'on appelle du commodity malware. Le malware là, que tu reçois dans des mass phishing ou des mass spam, là, des campagnes de masse. Généralement, ces logiciels malveillants-là sont très peu offusqués, très peu modifiés pour leur cible. Donc, ces genres de logiciels-là vont être généralement arrêtés par ces solutions-là. Où ça devient un petit peu plus compliqué, je pense justement, c'est dans l'aspect où quand c'est ciblé ou l'équivalent de nation state, là, c'est sûr que là, quand il y a un certain travail qui est fait, qui a moins de paramètres statiques, qui a moins d'informations statiques, ça devient beaucoup plus compliqué. Puis il y a un autre travail que je propose aux gens qui sont du côté offensif, allez voir les règles aussi que les gens mettent en place parce que oui, les compagnies d'IA restent très opaques sur leur intelligence d'affaires, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a énormément de projets avec des IR rules, des trucs comme ça, qui vont permettre de vous donner une idée de comment les gens voient ça. Puis un exemple super simple que je donne, évidemment, quand on veut faire un échantillon d'un logiciel qui est le plus non statique possible, on va s'assurer que tout va être aléatoire jusqu'au nom de variable, surtout dans des langages comme du .NET où ce qui est compilé va préserver le nom des variables versus quand tu as du code compilé, les variables peuvent disparaître. Mais quand tu as des variables préservées, c'est important d'avoir des variables aléatoires. Encore là, tu peux y aller avec une string de caractères complètement aléatoire. Ou tu peux prendre des mots. Personnellement, moi, ce que j'aime faire récemment, c'est prendre un dictionnaire, faire des variables en faisant la concaténation de 3 mots. Donc, par exemple, ma variable pourrait devenir Riverside Speaker React. Je prends des mots que je vois sur mon écran, là, mais ça va être généré aléatoirement. Donc, ça, je vais avoir des variables uniques. Mais si vous allez regarder les règles Yara qui existent pour certains malwares, c'est vraiment intéressant parce qu'ils vont avoir des détections sur le fait que, par exemple, toutes les variables vont avoir 16 de long.
On ne sait pas c'est quoi, mais ça va être 16 de long parce que ça va être très random. Donc, étrangement, ça va sonner un peu bête ce que je veux dire, mais c'est vraiment important de s'assurer d'avoir de la randomness dans ton random. Ce que j'entends par là, c'est assurez-vous que vos variables aléatoires, peu importe comment elles sont construites, aient aussi une taille aléatoire. Donc, souvent, ce que je vais faire, je vais me créer toujours une petite fonction quand je vais générer mes exécutables qui va dire génère-moi une string. Puis en paramètre, je vais avoir une taille, puis la taille, ça va être un range aléatoire entre, par exemple, 6 et 22. J'invente un chiffre au hasard comme ça, là. Mais l'idée, c'est qu'après ça, toutes tes strings, même si elles sont aléatoires, il n'y a pas non plus de pattern qui va se démarquer parce que la taille est variable. C'est tous des petits détails comme ça aussi qui vont faire la différence pour ce qui est évidemment de la détection statique, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, là. La détection statique, on oublie aussi que la plupart des solutions vont aller analyser la mémoire aussi, essayer de trouver des artefacts connus basés sur des signatures. Donc encore là, un peu à ton point, il y a des vieilles signatures qui fonctionnent toujours parce qu'on oublie certaines étapes dans le processus. Ouais, ben c'est ça qui est fascinant parce que à certains égards, les EDR ont longtemps dit oui, on est meilleur, on n'est pas des antivirus, on n'a pas des signatures, puis finalement, essentiellement, ils reviennent exactement à ce que les antivirus de plus vieille génération faisaient, c'est d'avoir une base de signature qui leur permet d'avancer. Puis ensuite, ben, l'attaquant, moindrement qui connaît, puis comme tu le mentionnes très bien, d'avoir une certaine dose d'aléatoire dans ce qui est fait, vient contourner la plupart des règles qui sont maintenant disponibles, ce qui est l'essentiel des règles. Yara, c'est un bel exemple où c'est plus public, là, c'est plus ouvert que ce que les différents fabricants là, du top tier, comme tu mentionnes, vont cacher, justement pour pas que les attaquants aient la recette magique, mais on la teste un peu, puis on la trouve assez rapidement, la recette magique. Là, ça lève assez vite, puis ça donne des indications qui sont quand même malheureusement trop claires. Là. Exact. Puis définitivement, puis à ton point aussi, les techniques de détection n'ont pas nécessairement énormément évolué par rapport à ce pattern detection-là. La grosse différence, c'est où ils ont cette capacité-là. Si on regarde les premiers antivirus avant les EDR, c'était beaucoup ce qui était sur le disque. Donc, ça a analysé les bits qui étaient sauvés sur le disque et non après l'exécution. Ce qui a amené le concept d'offuscation. Donc, évidemment, on offusque les bits. Mais encore là, un exercice que je recommande à tous les gens offensifs, quand vous développez un truc offusqué pour, par exemple, aller exécuter votre shellcode en mémoire, des trucs comme ça, faites un memory dump de votre processus et allez chercher des patterns connus. Je vais prendre un produit commercial quand même bien connu, par exemple Cobalt Strike. Allez regarder les premiers bytes du shellcode une fois que c'est exécuté en mémoire puis vous avez votre session, vous allez probablement être surpris de vous rendre compte que vous avez en fait cet artefact-là en mémoire plusieurs fois. J'ai fait des présentations dans le passé, justement même dans des conférences à Montréal, puis c'est de l'information qui est même publique en ligne que j'ai publiée à travers mon GitHub puis mes formations en ligne. Mais c'est un truc qui est non plus à ne pas négliger. Assumez pas qu'après que vous avez fait votre désobfuscation de votre shellcode, peu importe ce que vous essayez de cacher, que ce ne sera pas détecté en mémoire, puis de vous assurer que vous nettoyez votre mémoire, en fait. Puis le concept que j'ai utilisé est en fait relativement simple. Je développe beaucoup de malware en .NET parce que j'aime la flexibilité du framework qui vient avec l'environnement. Mais ce que je fais, en fait, c'est que je vais avoir plusieurs threads d'exécution. Un qui va s'occuper d'aller déchiffrer ou peu importe comment mon truc a été offusqué. Une fois que ça c'est fait, ça va aller lancer mon shellcode. Évidemment, la désobfuscation, ça va créer des variables qui pointent vers des endroits mémoire où j'ai le shellcode en clair. Donc, évidemment, ce que je fais, c'est que je vais avoir un deuxième thread qui va attendre un certain temps parce que la plupart de ces outils-là, par défaut, vont aller refaire des copies. Dans l'exemple de Cobalt Strike, par exemple, il va aller se copier lui-même en mémoire et va aller s'offusquer. Donc, la version finale est invisible, mais toutes les autres restent. Donc, le premier thread, une fois que ça c'est fait, en parallèle, va s'assurer d'aller nettoyer la mémoire où les calculs ont été faits. Donc, par exemple, sur du déchiffrement ou peu importe l'offuscation qui a été utilisée. Donc, tu finis avec ton shellcode en clair, en mémoire, pour peut-être 10-15 secondes maximum. Il faut aussi pas oublier que la plupart des gens ont peut-être une mauvaise conception, là, assument que les
les solutions EDR vont aller scanner la mémoire de façon continue. C'est pas le cas parce qu'encore là, ils sont pas nécessairement capables. Ils vont aller voir souvent quand il y a de la création de nouvelles pages, des trucs comme ça, mais ils iront pas voir à chaque fois qu'il y a un accès mémoire parce qu'encore là, le système serait inutilisable. Puis il y a encore le trade-off de fonctionnalité, faux positif, efficacité. Tu veux pas non plus ralentir le système au point où c'est plus utilisable. Donc, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Assurez-vous que vous n'avez pas d'artefacts en mémoire qui peuvent être utilisés contre vous pour de la détection de signature parce que même si sur 10 tout est beau, une fois qu'on clique sur l'exécutable, si on laisse plein de patterns connus en mémoire, c'est une question de temps avec un des bons EDR détecte comme ça. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. Oui, puis c'est intéressant que tu mentionnes justement l'élément de performance. On s'appellera qu'il y avait certaines compagnies d'antivirus à une époque que c'était tellement lent une fois qu'on les avait installés que le système devenait littéralement inutilisable. Il fallait bloquer les virus parce que le système était inutilisable même pour l'utilisateur. On n'avait pas de l'espace pour mettre de virus. Mais effectivement, il y a eu un coût, il y a un trade-off qui est fait pour ces différents produits. Puis les trade-offs ne sont pas les mêmes d'ailleurs là, selon les produits. C'est intéressant. Puis d'ailleurs, comme tu avais mentionné sur un de tes guides, sur le fait que tu as certains hooks, c'est pas les mêmes hooks par DR, c'est tous ces éléments-là, ces nuances-là viennent peut-être un peu complexifier d'un côté, mais sont relativement prévisibles de l'autre, puisque notamment, tu en as fait l'inventaire là, pour les hooks. Là. Ouais, exact. Ben ça, puis aussi le fait que la plupart des attaques ont des points communs. Malheureusement, la plupart des gens qui font du red team puis les threat actors basés sur ce que je vois ont la très mauvaise tendance de toujours aller vouloir toucher le processus LSAS, qui est un processus clé parce qu'il contient des hashes, potentiellement des passwords en clair, de moins en moins avec les systèmes modernes. Mais encore là, ces systèmes-là, ben évidemment, ça va être de l'accès de la mémoire. Donc, ça va être d'aller mettre des hooks sur les API de Windows qui permettent d'aller lire la mémoire d'un processus. Microsoft a poussé ça encore plus loin avec les PPL, là, qui sont les Protected Process Lite, qui te permettent, en fait, même si tu obtiens des privilèges système, de ne pas avoir accès. Et justement, LSAS, c'est un de ceux-là par défaut. Si tu essaies d'accéder ça avec un privilège système, tu vas te faire refuser l'accès à LSAS. Ce qui est quand même intéressant parce qu'encore là, ça vient littéralement briser des outils comme Mimikatz, tout ça. Le problème encore là, c'est que Microsoft a un breaking point qui devient le kernel. Ce qui est la nouvelle mode, là, c'est de pousser des drivers vulnérables dans le kernel ou d'avoir juste de l'exécution de code dans le kernel parce que malheureusement, on peut voir ça un peu comme le concept de Zero Trust où tu as un moment où Microsoft doit truster une partie de Microsoft et le choix qui a été fait, c'est le kernel trust le kernel en gros. Le kernel ne truste pas le user mode, ce qui est totalement légitime. Par contre, une fois que tu es rendu dans le kernel, après ça, enlever les PPL, c'est littéralement une histoire de changer un byte en mémoire pour un processus ou des trucs comme ça. Donc, tu arrives avec le problème où la même chose s'applique avec les EDR parce que les gens souvent vont penser que quand tu es local admin sur un système, tout ce que tu as à faire, c'est de désinstaller l'EDR. L'EDR, évidemment, est prêt pour ça. Donc, ils ont mis des protections. Il y a justement un PPL qui existe pour ces logiciels-là. Pour les DLL aussi qui sont loadés, tout ça, qui vont être signés par Microsoft en parallèle. Tu vas avoir vraiment un paquet de mécanismes pour empêcher l'EDR d'être enlevé. La façon la plus simple, c'est soit de trouver un processus qui est capable de le faire pour toi, qui a les accès à un processus PPL, et ou d'avoir du accès dans le kernel puis de tuer le processus via le kernel parce que de toute façon, tu as tous les droits parce que le kernel peut modifier tout ce qu'il veut dans l'OS, incluant les protections qui sont mises au niveau du user mode. Donc, une fois que tu es rendu là, évidemment, ben là, toutes les protections du EDR tombent, mais encore là, l'EDR fait l'assumption de truster le kernel parce qu'il n'y a pas le choix. À un certain point, tu ne peux pas rouler si tu ne trustes pas où tu roules à un certain point. Donc, c'est pour ça que justement, tu vois des techniques comme par exemple utiliser des logiciels built-in dans Microsoft qui permettent d'aller tuer des processus qui vont avoir les droits dans le kernel parce que c'est un processus qui est trusté par le kernel. Il y avait une technique, là, je pense qu'ils appellent ça EDR freeze là, de souvenir. Là. Mais en gros, tu utilises le Warful Secure qui est un processus Windows qui permet d'aller faire un dump d'une image
Ce qui va arriver, c'est que quand tu fais le dump de l'image mémoire d'un processus, ça va poser le processus. Donc, ce que les gens font, ils vont aller demander d'aller prendre une image du processus associé à la solution DDR, ce qui va mettre ce processus-là en pause. Évidemment, quand la mémoire est finie d'être dumpée, ben, le processus résume, puis tout le monde est content. La petite subtilité, en fait, c'est qu'après, ce que les gens allaient faire, le Workflow Secure, en fait, lui, on a accès en tant qu'utilisateur privilégié pour aller le stopper aussi. Donc, l'idée, c'est que lui pose l'EDR parce qu'il a le droit d'aller dans un processus PPL parce que le kernel autorise ce processus-là à faire. Et toi, tu vas poser ce processus-là. Fait que ce qui arrive, en fait, c'est que le dump finit jamais. Donc, le processus de EDR reste dans un state où il est mis en pause, en fait, et n'a plus aucune activité qui arrive. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue alerte, c'est qu'il y a des anti-tempering qui existent, mais dans un cas comme ça, ben, tu n'as aucune alerte comme quoi il a été modifié parce qu'il n'a jamais été modifié, il n'a jamais été tempered, il a juste été légèrement mis en pause pour une période non déterminée. Mais encore là, tout ça, même s'il y a des centaines de protections en place, parce que le kernel est quelque chose qui est trusté par l'OS, bien évidemment, une fois que tu es rendu là, toutes les barrières retombent. Puis je serais curieux de voir si on peut faire un parallèle avec Linux, par exemple, tout ce qui est d'avoir des containers dans le kernel avec les namespaces dans Linux. Je ne sais pas si Microsoft va finir par créer ce genre de contexte-là dans le kernel Windows ou même dans le kernel, ça va être compartimenté en container. C'est peut-être dans les plans, mais court terme, tant que ça, c'est pas là, tout ce qui est dans le kernel est considéré au même niveau en termes de privilèges. Donc, si toi, tu as du code dans le kernel, ben, tu as du code pour aller modifier toutes les features de sécurité qui sont maintenues par le kernel parce que tu es littéralement là. Ouais, puis ça, c'est tout l'historique de Microsoft aussi, de ne pas vouloir modifier trop grandement et de maintenir ses vieilles stratégies. Il y a encore à l'heure actuelle des éléments qui nous amènent à NT4 notamment. Là, si on parlait du hash des mots de passe, est encore dans un stade comme c'était dans les années 90. C'est quand même fascinant de voir tout ce legacy-là qui reste à l'intérieur de Windows. Et justement, comme tu le mentionnes très bien, le fait qu'ils ont juste essayé de durcir ce qui était déjà existant, mais à un moment donné, les problèmes qui sont inhérents à cette architecture-là qui a été faite il y a très longtemps, ben il y a une limite à ce qu'on peut durcir, puis il y a toujours un moyen de réussir à le péter. C'est ce qu'on voit pas justement un peu sur Linux, on est capable sont allés plus loin que ça. On le voit aussi un peu sur Mac parce que la stratégie dans leur cas, c'est de mettre personne dans le kernel. Et tu fais juste des appels, puis c'est pas autorisé, tu es bloqué. Puis même l'admin d'un Mac n'est pas capable de faire certaines opérations parce qu'il est littéralement bloqué par quelque chose qui doit être modifié en redémarrant la machine. Fait que, bref, ils ont réglé une partie de cette problème que tu mentionnes sur Windows, mais je vois pas le jour où Windows ou Microsoft va mettre ça en œuvre parce que c'est contre leur philosophie fondamentale de création des systèmes. Ah oui, définitivement. Puis je pense que si on regarde plus loin que ça, il ne faut pas oublier que tous ces vendeurs-là, ça reste des entreprises, c'est des business qui, tout ce qu'ils veulent, c'est du recurrent revenue, puis toujours avoir plus de revenus pour les shareholders. Puis ce qui a fait, je pense, ce que Microsoft est devenu Microsoft, c'est justement cette rétrocompatibilité-là qui a toujours été là. Je pense que maintenant, ça a été enlevé sur Windows 10, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais je crois que Windows 7 supportait encore les vieux comme là, genre 16 bits d'un passé résolu natif. Je crois que ça a été enlevé, mais ça a été enlevé genre sur Windows 10. Là. Donc, c'est sûr que quand tu regardes ça, les fonctionnalités, tu peux rouler n'importe quoi de n'importe quelle année qui a été compilé n'importe comment, puis ça va à peu près rouler sur Windows. Donc, c'est sûr, je pense que ça a été longtemps vu comme étant une force de Windows parce que tu n'avais pas à te soucier de ça, tandis que si on regarde justement les distributions Linux, il y en a qui sont plus connues que d'autres pour modifier toute la structure du kernel because they feel like it. C'est sûr que c'est plus dur d'avoir ça en entreprise, puis on voit souvent des discussions de ces temps-ci sur toute la privacy, la stabilité, le coût associé à tout ça. Je pense qu'il y a des problèmes du cloud, puis je pense que c'est pas une surprise pour personne. Les gens sont dépendants du cloud parce que tout a été poussé là, puis maintenant, on est obligé de subir les prix.
Mais plus loin que ça, le problème qu'on a avec ce qui est logiciel libre versus logiciel payant, c'est l'aspect de support qui est beaucoup moins là pour les entreprises. Puis c'est une réalité que je vois énormément souvent. Des fois, j'aurais envie de dire aux clients, ben non, mais virez tout ça pour vos serveurs web, utilisez Apache, MySQL puis PHP. Là. Mais la réalité, c'est que ça vient avec une expertise interne qui est obligatoire, tandis que sur Windows, right-click, IIS, merci, j'ai mon site web qui roule, puis ça roule tout seul. Tu n'as jamais eu besoin de comprendre comment le protocole HTTP fonctionne, aucune règle à faire. Tu vas après ça utiliser un CDN devant, ben, clic dans Azure, puis tu as un CDN sans jamais avoir nécessairement eu à comprendre l'architecture d'un service web. Puis je pense que l'adoption de solutions comme, par exemple, des kernels basés sur Linux en entreprise, c'est pas non plus pour demain pour cette raison-là. Puis c'est ça la force de Microsoft, c'est qu'ils ont rendu des tâches complexes extrêmement accessibles. Puis ça, ben, en entreprise, ça a une valeur forte parce que, encore là, la réalité, on est tous des employés, on a un coût associé à notre expertise. Si les entreprises sont capables d'avoir des gens plus d'entrée de niveau à des salaires moindres, capables d'exécuter des tâches qu'on considère extrêmement complexes, ben encore là, c'est sûr que ça donne envie aux entreprises de garder du Microsoft. C'est un peu ça, je pense, qui est arrivé avec toute la course vers le nuage. Ça a été de déresponsabiliser encore plus les entreprises. Si ça ne fonctionne pas, c'est mon problème, c'est Microsoft qui gère mon cloud. Même chose un peu avec les EDR. Moi, j'ai mis un EDR, il n'a pas détecté, c'est pas mon environnement le problème, c'est l'EDR qui a failli avoir l'activité malicieuse, mais encore là, avoir un EDR, c'est une chose, le regarder, c'en est une autre, puis essayer de comprendre. Puis je crois personnellement que chaque entreprise, peu importe la grosseur, devrait avoir au moins une personne qui regarde ces logs-là, qui fait de la recherche. Ce qui est le fun, c'est que la plupart des EDR vont fournir aussi des events, donc pas nécessairement des alertes, mais une historique de ce qui s'est passé sur le système. Je pense que de regarder ça, d'avoir quelqu'un qui regarde ça, qui apprend de tout ça, ça va permettre aussi de découvrir des anomalies qui vont aussi porter fruit. Mais cette mentalité-là n'est pas encore très ancrée. On assume que le produit va faire toute la magie, surtout là, on a la nouvelle bulle de l'AI, que les agents vont sauver tout, vont détecter tout. Donc, ça devient un peu compliqué de pousser, mais je maintiens encore que le côté humain a une valeur immense dans les entreprises pour ce qui est de la détection, parce que les humains comprennent les humains, les patterns sont là, les gens apprennent en voyant des patterns, puis je pense que ça fait aussi vraiment partie de l'équation. Ouais, j'aime bien le fait que tu aies ramené en fin de boucle le fait que le AI est une nouvelle étape de déresponsabilisation des entreprises en déléguant encore plus loin leur capacité à des machines sans même comprendre qu'est-ce qu'elles font, les agents ou l'agentique, tout ce qui est de ce côté-là. Justement, tout le monde croit que là, on va avoir un SOC avec juste du AI, puis le monde il triple là-dessus quand dans le réel, l'AI a des limites. L'AI, c'est un bel ajout pour la capacité d'humain déjà en place, mais l'AI ne remplacera pas, comme tu le mentionnes bien aussi, toute cette capacité de voir des patterns qui sont difficiles à voir avec l'aide du AI ou de répertorier. Tu le disais toi-même plus tôt dans la conversation, l'agent, ce qui est utilise du machine learning pour apprendre que quand tu as un process qui parle à Internet, qui parle au réseau local en même temps, c'est un danger. Mais l'humain va être capable de voir que la machine a deux process qui se communiquent et qui vont générer un trafic qui suspect, mais suspect pour l'humain, mais la machine ne sera pas capable de le voir, même si c'est un super agentique plus machin. Là. Non, exact. Puis je pense qu'au point de vue de la détection, ce qui fonctionne le plus dans les produits qu'il y a sur le marché, de ce que moi j'ai vu de mon expérience personnelle, c'est pas l'AI ni nécessairement le machine learning, mais plus le big data, dans le sens où tu as des solutions qui vont collecter énormément de data sur chacun des systèmes dans l'environnement et faire des matriciels avec ça pour être capable de déceler des patterns. Donc, par exemple, moi, ça fait 1 an et demi que j'utilise Système X. Il y a des patterns, il y a mon utilisation qui a été mathématiquement stockée dans une base de données. Donc, dès qu'il y a des anomalies, peu importe qu'elles soient malicieuses ou pas, elles sont faciles à reconnaître. Puis
ce qui devient intéressant, c'est que j'ai vu des outils, par exemple, peu importe ce que je faisais, là, j'envoyais une requête LDAP, par exemple, bénigne, tu avais une alerte de sévérité basse qui disait, ben, cet ordinateur-là, dans les derniers 90 jours, on a vu ça 0 fois. Peut-être aller poser des questions. Puis le problème avec beaucoup de ces outils-là, puis c'est là aussi encore, je pense que le facteur humain devient important, c'est de contextualiser. Un exemple simple, PowerShell a été exécuté. OK, qu'est-ce qui a été exécuté? Je sais pas, les favoris du browser ont été demandés à travers un script PowerShell. Bon, tu dis c'est rien de très grave, là. On a simplement été chercher de l'information. Peut-être que c'est un outil qui fait la migration d'un browser à un autre. Peut-être, peut-être pas, mais encore là, si tu contextualises ça, à te demander pourquoi quelqu'un aurait fait ça, encore là aussi, c'est de classifier tes types d'employés. Je pense en entreprise, de dire qu'il y a certains employés qu'on s'attend d'eux à peut-être qu'il y a une expertise plus technique, mais on s'attend aussi qu'il y a des gens qui aient moins d'expertise technique, donc on ne s'attend pas à ce que ces gens-là, par exemple, aient PowerShell. Un exemple là, qui devient super à la mode, là, c'est les click fix puis les faux captcha qu'il faut copier du PowerShell. Personnellement, je ne comprends même pas pourquoi ce vecteur-là fonctionne parce qu'il est extrêmement simple à corriger. Tu n'es pas un utilisateur technique, PowerShell devrait être restreint, peu importe. On est d'accord, il y a 175 000 façons de rouler PowerShell quand on est un attaquant, sauf que quelqu'un qui va simplement copier-coller une instruction qui va dire de faire Windows R, taper PowerShell, ça va dire c'est bloqué, puis ça va finir là. Ça va permettre de prévenir cette attaque-là. Un autre attaque qui était super populaire il y a quelques années, c'était avec des fichiers HTA, qui est un format de fichier que vous avez à peu près jamais utilisé de votre vie. Le seul cas réel, je pense, c'était Zoom, qui utilisait ça en background pour aller collecter de la télémétrie. Là. Mais en gros, c'est un format de fichier qui permet d'avoir du VBScript et du HTML. Évidemment, quand tu as du scripting, bah, tu as de l'exécution de code à peu de choses près. Donc, tu envoyais un fichier HTA, puis tu étais capable d'avoir accès au système. Tous les fichiers HTA ont besoin d'un exécutable Windows qui s'appelle mshta.exe. Ça va sonner un peu naïf peut-être, mais le fixe pour ça, là, c'est de supprimer MSHTA avec une politique GPO. Il n'y a aucune raison d'avoir ça dans l'environnement. Ça va dans 0 cas briser quoi que ce soit, de ne pas supporter les HTA. C'est un format qui n'est pas utilisé, mais c'est un vecteur qui était extrêmement populaire. Il y a eu des groupes d'attaquants qui ont utilisé ça. Encore là, tu supprimes ce vecteur-là tout simplement en enlevant la fonctionnalité. Puis c'est un truc qui est un peu plate, je trouve, chez Microsoft, c'est que c'est difficile de façon native avec le point and click d'aller faire ce genre de truc-là. Puis je pense que ça aurait tout à gagner aussi à faire ça parce que contourner les systèmes en place, c'est une chose, mais être capable aussi de donner les outils à des gens encore là moins techniques parce que la réalité, c'est que pas tout le monde est des pirates informatiques. Des fois, on en parle comme si la piraterie, c'était quelque chose de facile, mais dans les faits, je crois que c'est quand même un métier qui demande un certain temps, un certain apprentissage. Puis la réalité, c'est que c'est pas tout le monde, même ceux en cyber, qui ont cette profondeur, cette connaissance-là du domaine. Donc, d'avoir des outils qui vulgarisent ça et l'équivalent de Microsoft anti-hacker, là, appelons ça comme ça, que tu as des settings que tu peux dire désactive ça, bloque ça, bloque ça, bloque ça, bloque ça. Je pense que ça simplifierait. Puis pas juste des GPO, parce que des GPO, c'est pas orienté cyber, c'est orienté gestion du parc. Là. Fait que je pense une sous-catégorie cyber au pire dans les GPO pourrait être intéressant de dire ça, c'est des trucs que tu veux potentiellement désactiver pour être plus secure parce que je pense que ça aiderait aussi. Là. Combien de fois encore en 2025 qu'on voit des rapports d'attaquants qui ont entré dans des environnements puis tout ce qu'ils ont fait, c'est du PowerShell à la grandeur. C'est 1 sur 2 littéralement. Puis si tu regardes le contexte, la plupart du temps, c'est des postes où il n'y a aucune raison de justifier que PowerShell soit exécuté. Je te dis pas de supprimer PowerShell dans des contextes comme ça, mais la plupart du temps, juste bloquer l'application sur un utilisateur non autorisé, ça va faire, tu vas littéralement tuer la plupart de ces attaques-là. Puis c'est simple, ça coûte pas $1 million par année bloquer PowerShell. Ouais, puis ça, c'est fascinant, ces éléments-là. Puis tu parles du click fix. Puis je dirais même à la limite, je ne sais même pas pourquoi le fonction run ou Windows R, comme pour l'accéder direct, existe sur l'ordinateur. Dans le fond, des gens,
99% des gens n'utiliseront jamais ça, sauf pour se mettre dans la merde, comme tu le mentionnes. On est d'accord. C'est même plus loin que bloquer le PowerShell, c'est bloquer carrément la capacité de faire run. Parce qu'il n'y a aucune raison que mes parents ou n'importe quelle entreprise fasse ce genre de choses-là. Les raccourcis sont sur le desktop, sont tout là. Fait, désactiver tout ça, même chose. L'autre fonctionnalité des HTA, à moins d'en avoir besoin, ça devrait être désactivé de facto et activé au besoin. C'est comme les scripts dans Office, ça devrait être désactivé. Maintenant, ça l'est, mais ça devrait être désactivé par défaut. Ça a toujours dû être désactivé. Tu l'utilises, tu l'actives quand tu en as besoin, tu allumes la lumière quand il fait noir, tu laisses pas la lumière ouverte tout le jour pareil. Là. On est d'accord. Mais je pense aussi le problème avec l'ordinateur moderne, c'est que Windows est arrivé à une époque où c'est encore très niche d'avoir un ordinateur. Ça a été construit, le système a été construit en assumant que les gens qui allaient utiliser l'ordinateur étaient des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. D'où, je pense, pourquoi les shortcuts, parce que dans les faits, Microsoft, il y a un shortcut pour littéralement tout. Là. Tu pourrais passer une journée sans souris, je ne dis pas que ça serait facile, mais tu peux. Puis le problème, c'est que je pense que cette mentalité-là, malgré tout, est restée parce que tu regardes Windows 11, qui est un OS qui est détesté par énormément de gens. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui détestent Windows 11, incluant moi, d'un point de vue interface, c'est parce que c'est pas pour les gens techniques. Puis je pense que Microsoft, justement, essaie de prendre ce chiffre-là, d'aller vers les gens non techniques, de simplifier tout, mais en même temps, pour les gens qui veulent être techniques puis ont des besoins techniques, ça devient beaucoup plus compliqué de trouver ce qu'on cherchait avant. L'ergonomie s'en va vers les gens non techniques, puis j'ai l'impression que de plus en plus, ce genre d'outil-là va être amené à disparaître. Je pense à un exemple simple, WMIC, qui est un client pour WMI qui n'est plus sur Windows 11. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose parce que pour un administrateur réseau ou quelqu'un qui en a besoin dans un contexte légitime, il y a un équivalent dans PowerShell, mais tranquillement, c'est ces petits outils-là qui sont encore là, faits pour les gens techniques, parce que c'est peut-être moi qui vis sur une autre planète, mais j'ai utilisé souvent ça pour aller chercher de l'information avec WMIC à propos de quelque chose pendant que je troubleshootais quelque chose sur ma machine, parce que c'était la façon la plus facile, mais en même temps, c'était un autre vecteur qui permet d'aller faire de la collection de données pour un attaquant, tout ça dans le passé. Donc, je pense que Microsoft fait ce shift-là rapidement, tranquillement, je veux dire, vers moins technique. J'ai l'impression qu'on va perdre de plus en plus de ces fonctionnalités-là, un peu pour, comme tu disais, arriver peut-être plus avec un look and feel que Mac a, dans le sens où tout est restreint parce qu'on assume que tu ne sais pas ce que tu fais. Ce qui protège l'utilisateur en fin de compte, sauf ça rend la vie plus difficile des gens techniques. Oui, normalement, puis c'est un peu le dilemme entre les deux de permettre l'activation quand c'est nécessaire, mais quand de base, si c'est pas là, c'est un peu ça l'essentiel du problème. Puis un peu tout le contexte, peux-tu faire un reboucler sur le zéro trust, c'est à quoi on fait confiance. Puis clairement, on est dans un environnement dans lequel on ne peut pas faire confiance à l'utilisateur parce qu'il clique fixe est la meilleure démonstration qu'on ne peut pas faire confiance à aucun utilisateur parce qu'il va se tirer dans le pied le moindre occasion qu'on lui donne parce qu'il veut avoir une version pirate d'Adobe ou avoir une version pirate de whatever, quelque chose. Fait que tout ça, puis c'est fascinant parce que je l'ai étudié un peu, puis tu sais, genre, c'est sur TikTok. Fait que sur TikTok, puis c'est gros virus sur TikTok, tu regardes, c'est juste du click fixe. Il donne juste un PowerShell pour comment te tirer dans le pied. Fait que tu fais comme, ben là, là, on revient sur les DR aussi. Les DR n'attrapent pas ces éléments-là ou il n'y a pas de DR sur les machines sur lesquelles ces fonctions-là s'exécutent. Fait que, dans la limite, on devrait autoriser les PowerShell seulement si tu as un DR. Si tu n'as pas de DR, tu n'as pas le droit d'avoir de faire fonctionner PowerShell sur ta machine parce que c'est trop dangereux si tu n'es pas surveillé de façon adéquate. Là. Ben oui, puis ça peut être définitivement une approche. Puis en plus, ce qu'il faut comprendre, encore là, d'un point de vue DR, c'est que ça devient quand même un peu intéressant si tu analyses un click fixe. Concrètement, ce qui arrive, déjà, tu as le browser qui a la fonctionnalité de
directement à ton insu rajouter quelque chose dans ton clipboard, donc dans ton presse-papier. Déjà, cette fonctionnalité-là, je peux comprendre le besoin normal d'auto-copier quelque chose sans que tu le vois, mais d'avoir cette fonctionnalité-là dans le browser aussi, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être désactivé. Je crois que c'est désactivable, d'ailleurs, au minimum dans les versions entreprises de Chrome. Là. Je sais qu'il y a énormément de fonctionnalités qui permettent ça, mais déjà ça, si tu es capable de forcer à ne pas mettre quelque chose dans ton presse-papier machine à travers le browser, c'est déjà ça. Le deuxième problème que tu as niveau EDR, c'est que le script PowerShell en soi peut être extrêmement générique et difficile à détecter parce que concrètement, tout ce que c'est un petit bout de code qui va aller télécharger quelque chose de beaucoup plus gros qui va être la partie qui va être malicieuse. Donc encore là, ce qui devient intéressant, un peu comme avec l'aspect réseau qu'on parlait plutôt avec Internet et l'interne, si tu as un script PowerShell pasté directement parce que c'est le genre d'événement qu'un EDR serait capable de capturer, là, d'ailleurs, là, de voir que ça vient du clipboard, que ça a été mis dans PowerShell, que PowerShell a downloadé quelque chose, donc PowerShell qui fait de l'Internet, par ça, PowerShell qui exécute un processus. C'est une chaîne d'événements peu traditionnelle dans un concept légitime qui pourrait être détecté. Souvent, par expérience, ce qui va arriver avec les EDR, c'est qu'ils vont détecter la dernière partie qui est vraiment celle qui est la plus dangereuse, c'est-à-dire l'exécutable qui va être téléchargé. Puis la raison encore là pourquoi c'est souvent détecté, c'est que ça va être du commodity malware. Donc, c'est pas du malware qui est fait pour chaque personne, heureusement. On est quand même chanceux. La plupart des attaquants n'ont pas ce niveau de sophistication-là. Et ce que j'entends par là, je donne un exemple. Concrètement, quand je fais mes mandats de Red Team, j'ai monté une infrastructure qui va aller chercher des binaires sur des endroits distincts. J'ai des centaines de domaines différents devant ça. En fait, ce que je fais encore là, c'est que j'utilise des services de Microsoft pour être sûr que mes domaines soient toujours acceptés, peu importe le proxy en entreprise. Après ça, à chaque fois que tu demandes une DLL ou un exécutable, elle est compilée au moment où elle est demandée. Donc, chaque fois que tu vas chercher quelque chose sur ce serveur-là, il va être custom made for you, littéralement. La beauté de ça, c'est que je m'assure d'avoir aucune chance au niveau des signatures parce qu'elle est jamais la même. Encore là, est-ce que les attaquants vont finir un jour par implémenter ce genre de service-là? Peut-être, parce que s'ils se mettent à faire ça, ça va devenir intéressant. Là, tu passes d'un clic fixe qui a une URL vers, on va dire, charles.com/ peu importe ce que c'est aléatoire, puis qu'à chaque fois que ça c'est demandé, ça retourne un binaire qui est unique. La détection devient beaucoup plus compliquée. Puis après ça, si on garde l'approche de rien avoir de statique, parce que souvent, surtout dans ce qui est commodity malware, ce qui me fascine toujours, c'est de voir la chaîne d'événements. Là, tu vas avoir ClickFix to PowerShell, PowerShell un exécutable qui va aller downloader un script JavaScript qui va être exécuté par C-Script, qui va aller chercher un HTA, qui va aller mettre une DLL, changer une clé de registre. Cette chaîne-là est aussi quelque chose qui peut être détecté, mais si on commence à avoir des samples uniques à chaque fois qu'un de ces genres de community malware-là est déployé, là, ça va devenir intéressant. Heureusement, les attaquants ne sont pas rendus là. Je soupçonne qu'il ne faut pas oublier que les attaquants aussi, c'est une entreprise comme une autre, dans le sens où ils n'ont pas ce besoin-là encore. Ils ont assez de succès pour pas justifier de mettre l'effort de recherche dans monter une infrastructure du genre. Concrètement, c'est pas super difficile si vous êtes intéressé de voir ça. D'ailleurs, j'en parle, j'ai fait des lives, on code tout l'aspect serveur de comment ça fonctionne. Concrètement, ce que tu fais, c'est que tu as un template que tu compiles quand la page est demandée, puis tu retournes ce que tu veux. Donc, tu as toujours des échantillons uniques. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on a parlé aussi dans le passé, je pense, ensemble. Mais on oublie qu'on est chanceux dans le sens où les attaquants ne sont pas sophistiqués encore comparés aux Red Teamers parce que justement, nous, on doit gérer les solutions d'EDR de façon quotidienne. Les attaquants sont opportunistiques, donc s'ils trouvent un environnement où il n'y a pas de produits en place, ils n'ont pas besoin de développer de bypass d'EDR, d'évasion ou quoi que ce soit parce que mettons qu'il y a 100 millions d'entreprises sur Terre, il y en a peut-être 50 millions de ces entreprises-là qui n'ont tout simplement pas de solution EDR. Il y a aussi un aspect géopolitique. Il y a des pays qui sont moins sécures dans leur approche parce qu'il y a moins de lois. Je pense à des trucs comme la loi 25, GDPR, tout ça, qui force un peu les entreprises à
à être obligé à s'intéresser à la cyber, ce qui est une bonne chose, mais c'est pas encore la norme mondiale. Donc, on voit des fois qu'il y a certains endroits où j'ai testé que la sécurité n'était pas nécessairement, la cybersécurité n'était pas approchée de la même façon, justement parce qu'il n'y avait pas de demande du gouvernement ou de loi qui les forçait à le faire, en fait. Ouais, puis on l'a clairement vu avec l'arrivée du MFA massif qui a changé les habitudes des attaquants parce qu'avant, ils se préoccupaient même pas du MFA parce que 95% des gens n'en avaient pas. Mais comme maintenant, la plupart des entreprises, la plupart des grandes organisations sérieuses en ont tous, ils ont tous commencé à utiliser notamment des Evil Jinx qui a commencé à monter en Ouais, utilisation. Puis les outils, comme tu le mentionnes très bien aussi, tous les outils Red Team sont pour la plupart disponibles en open source. Fait que c'est juste, c'est pas, faire juste l'effort de le faire n'est pas très grand ou d'aller suivre un cours ou d'écouter tes lives. C'est pas un effort qui est très grand. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas un effort qui est très grand, mais ils vont le faire que quand ça va être nécessaire. Fait qu'ils vont avancer avec définitivement. les mesures de protection. Définitivement. Puis, tu sais, le parallèle avec MFA, je pense qu'on en a parlé aussi dans le passé, mais avec tout le concept du cloud, euh, on a juste déplacé le problème, en fait. Pour ceux qui ont fait du pentest traditionnel dans des réseaux internes, tu compromets le domaine admin, tout le monde est content. Là, ça a changé un peu parce que peu importe le nombre de facteurs, il y a des vecteurs d'attaque. Je pense au device code, phishing flow, ou d'utiliser une application tierce qui demande des accès dans un contexte de phishing. Ce sont des façons d'obtenir des jetons qui vont être utilisables dans l'entreprise, peu importe le type d'authentification, parce que l'authentification est faite sur la plateforme légitime. Une fois que tu as ce jeton-là, ben après, tu fais ce que tu veux. Puis là, si toute l'entreprise est dans le cloud, ben c'est une question de c'est quoi les accès à l'utilisateur que tu as. Donc, c'est de trouver un utilisateur ou une application qui te permet de t'élever et d'avoir accès à une application qui pourrait te donner de l'info pour finalement devenir Global Admin. La très grosse nuance avec ça, c'est que tu ne peux pas mettre DDR dans l'équation parce que tout ça est fait du poste de l'attaquant. La seule visibilité que tu as, c'est celle que Microsoft veut t'offrir. Puis encore là, Microsoft, ils cachent ça derrière des paywalls qui sont de plus en plus agressifs. Puis je comprends, c'est une business, ils sont là pour l'argent, mais je trouve ça plate un peu de garder les clients en otage en fonction des tiers que tu utilises. Définitivement, je pense pas que c'est une progression dans la bonne direction d'un point de vue cyber, mais c'est la réalité moderne par rapport à ça, malheureusement. Mais les attaques du cloud sont beaucoup plus difficiles à détecter parce que Microsoft te donne peu d'informations, puis tu peux pas avoir de DDR chez l'attaquant. Donc encore là, ça aussi, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver. Il va y avoir définitivement des produits tierces qui vont aller s'intégrer dans le cloud, mais encore là, ça va être d'aller monitorer Graph à peu de choses près, puis certains autres des endpoints publiés par Microsoft, mais encore là, il va avoir l'accès à ce que Microsoft va vouloir donner accès à cette information-là, à ces outils-là, parce qu'ils contrôlent leur propre cloud, ils ont les clés, c'est eux qui décident un peu ce que tu vois, ce que tu vois pas. Donc, tout ça combiné ensemble, ça devient quand même assez complexe à détecter. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à considérer. Puis, juste les configurations, les entreprises matures ont atteint un certain niveau de maturité sur juste les outils pour tout ce qui est d'avoir un environnement local. On parle avec Active Directory, d'avoir des serveurs, peu importe dans le cloud ou physique, mais les outils qu'on déployait, les gens se sont accoutumés à ça. Ça fait une vingtaine d'années, mettons, qu'il y a des outils de sécurité assez classiques qui sont là. On avait finalement rodé ça, mais là, on dit non, on recommence tout dans le cloud, puis on repart à zéro, puis le toolset n'est pas là encore pour aider ces gens-là. Puis ça se voit là, à chaque fois que je fais des exercices puis que je vais aller fouiller un peu dans leur Azure, à peu près tout ce qui peut être mal configuré est mal configuré encore là. C'est Microsoft qui cache ça dans 300 menus. Puis souvent, j'ai développé un outil justement pour aller chercher toute l'information relativement facilement pour moi puis de me servir de ça. Puis c'est hallucinant de voir comment les clients sont même pas au courant que certaines de ces fonctionnalités-là existent. J'ai essayé de faire mon devoir puis d'instruire un peu les gens à travers LinkedIn, mais ça, c'est un autre problème de Microsoft. LinkedIn, là, je pense que la valeur des posts se dilue dans tout le contenu ad-generated, puis ce qui est là pour des likes versus ce qui se veut informationnel. J'essaie sincèrement
de donner un indice aux gens comme quoi il y a certains trucs qui sont importants à considérer, mais des fois ça tombe dans l'oubli un peu, puis c'est en faisant des podcasts, des conférences, en essayant de publier des trucs par-ci par-là que ça finit par faire son chemin, mais c'est un travail quand même de longue haleine. Oui, c'est un très gros travail. Puis ça ramène sur tout le volet hunting, les signaux, les éléments comme ça. Parce que si on revient plus à la base, un EDR, c'est juste une analyse des signaux du système, des logs, finalement, des événements. Je suis même pas sûr à dire analyse, je dirais capture d'informations. Après l'analyse, c'est un peu plus opaque, mais oui, ça capture de l'information, puis ça décide de faire quelque chose avec ça. Ouais, pas une analyse sophistiquée, mais je pense que quand on est en hunting, on va faire l'analyse oui. La vraie analyse. Mais la première étape du EDR, puis dépendant duquel qu'on utilise, ils vont nous donner accès à un certain nombre de signaux déjà pré-traités ou plus basiques. Puis justement, pour faire ton analyse du cloud, ben, c'est la même chose. Du cloud, on n'a pas accès à ces signaux-là, pas encore. Puis pour faire un clin d'œil à Microsoft, ils viennent juste d'intégrer Sysmon de façon native dans Windows. Ouais. Ça va être fait. Ouais. Et pourtant, c'est des signaux qui sont fondamentaux et ça a pris très, très longtemps avant que ça se fasse. Fait que j'imagine qu'on va avoir le même type de problème dans le cloud d'accès à cette information-là, parce que c'est pas dans l'intérêt des grands cloudeurs de nous donner de l'information qu'ils ne, dans le fond, veulent pas partager. Au même titre que Microsoft a pris énormément de temps avant de rendre ça natif, que ça soit déjà présent dans les systèmes, sans demander l'effort, même si c'est gratuit, d'installer un Sysmon. Définitivement. Puis comme tu l'as dit encore, quand on fait des Purple Team, on va aller faire un Red Team, puis on va aller s'asseoir avec l'équipe de détection du client. C'est fascinant de voir à chaque fois comment l'information de ce qui s'est passé est là. Il y a des traces, il y a des événements, il y a tout est là. C'est juste que l'EDR n'est pas nécessairement capable de construire une histoire parce qu'on a su où aller choisir nos combats, si on peut dire comme ça. Mais le problème, c'est que ces données-là aussi ne sont pas regardées, d'où à ce que je venais de dire. Par exemple, d'avoir des gens qui font du threat hunting. Il y a aussi l'aspect réseau. Il y a tellement de choses. Par exemple, c'est sûr... encore là, il y a tout l'aspect de vente dans tout ça, puis chaque vendeur a son discours qui, lui, est meilleur que l'autre. C'est ça, mais concrètement, de mon point de vue, le vendeur, c'est pas la partie qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Puis une chose, par exemple, je trouve qu'il manque avec les EDR, ça a été les NDR, XDR qui sont amenés ça un peu, mais c'est l'aspect réseau. Par exemple, tu as des postes. Ça fait 1 an que tu mentors ça. Tu vois un domaine qui rentre, c'est la première fois que tu vois ce domaine-là dans ton environnement. Déjà, tu devrais le mettre dans une liste de je vais regarder un peu ce qui se passe. Les EDR traditionnels n'ont pas cette capacité-là. Déjà, juste de voir ton trafic réseau, les habitudes d'authentification des gens, ça va faire tellement de différence parce que souvent, ce qui va arriver avec ton C2, c'est que tu vas avoir un processus ou peu importe comment, mais tu vas envoyer du trafic réseau. Ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va être dormant. Donc, entre les commandes, on va attendre un certain temps. Ça peut être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 10 jours, mais tu vas avoir un pattern. Puis évidemment, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un pourcentage aléatoire. Donc, on peut dire 1 minute avec 20% d'aléatoire. Fait que ça va être, mettons, entre 40 et 1 minute 20. Là. Mais outre ça, tu vas quand même avoir un système qui se met à parler un domaine de façon soutenue que tu n'as jamais vu. C'est une chose, une fois, genre, je me suis trompé, j'ai fait une typo dans le browser, puis je me suis ramassé où je ne devais pas, versus c'est un système qui se met du jour au lendemain à parler un endroit sans arrêt. Puis encore là, le type de requête, le format des requêtes, il y a tellement de choses qui font des petits détails. Par exemple, quand on va naviguer un site web, on envoie une requête GET par défaut là, la plupart du temps. La plupart des C2 vont envoyer des requêtes POST. Donc encore là, si tu regardes un humain qui navigue l'Internet, tu vas avoir toujours un mix de get post parce que tu vas aller potentiellement remplir un formulaire, cliquer quelque part, ça va envoyer un post, mais tu vas avoir des débuts de je cherche aussi, mais là, tu vas avoir un C2 qui fait juste des post request non-stop. Puis non-stop, ça peut être à chaque minute, à chaque 2 minutes, à chaque heure. Généralement, dans un test d'intrusion, ça va être minimum à chaque heure, là, parce qu'on est limité par le temps et le budget. Mais tous ces patterns-là, c'est détectable. Puis justement, on a les technologies pour détecter ça. C'est juste que des fois, je me demande sincèrement s'il y a une absence de connaissance du côté des gens qui bâtissent ces outils-là ou c'est juste
pas une priorité parce que ça coûte de l'argent développer ces fonctionnalités-là, mais c'est là, ça existe. Tu as un sensor sur le réseau, tu es capable d'aller capturer ce qui se passe sur tes endpoints au niveau réseau. Microsoft, avec les mini-filters, les network filters, te permet d'aller chercher ça de façon native. Après, c'est juste de raconter l'histoire avec ça puis de faire l'agrégation de ces données-là. Puis je pense que ça aussi, ça va être la clé pour être capable de détecter des anomalies, puis c'est le futur à prendre. C'est pas nécessairement de savoir est-ce que le binaire est offusqué, est-ce que je vais être capable de détecter, c'est de détecter l'histoire globale, faire ça, c'est pas quelque chose qui devrait arriver. Puis les NDR, XDR commencent à le faire, mais c'est encore très embryonnaire, je trouve, comparé à ce que ça pourrait être capable de faire. Oui, absolument. Puis j'aime bien la façon que tu dis de raconter une histoire parce que c'est essentiellement ça. Même les threat hunters, c'est ça qu'on est. On cherche une histoire dans tout ce qu'on voit, puis tout à coup, on découvre une histoire, puis on est content parce qu'on a découvert un problème. Mais ça nous mène exactement dans cette zone-là, de raconter une histoire sur ce qu'on voit, là. Exact, mais ça revient à ce que je dis. C'est l'humain qui finit par raconter l'histoire. Donc, les entreprises qui ont juste l'outil sans l'humain, après, généralement, là, ça devient un petit peu plus problématique parce que tu n'as personne pour aller creuser, raconter cette histoire-là, puis faire une détection. Puis d'où, je ne sais plus c'est rendu quoi la statistique, là, mais il disait qu'avant qu'une entreprise se rende compte qu'ils sont compromis, c'était pratiquement en centaines de jours, là. C'est souvent ça. L'EDR t'envoyait de l'information, tu as des events, tu as des trucs, tu as regardé où tu aurais centralisé l'information de tous tes outils à un endroit, mais ça n'a pas été fait. Donc, éventuellement, il va y avoir un faux pas peut-être de l'attaquant qui va faire une alerte qui va être très évidente, mais sans ça, ça peut prendre des jours avant que quelqu'un s'en rende compte. Mais je maintiens que le facteur humain est important, surtout en 2025, en décembre, où on est un peu dans la crise de l'AI. Là. Il y a des entreprises qui prennent des décisions un peu irrationnelles de décider de mettre dehors énormément de gens pour les remplacer pour des AI. Je pense pas que c'est la solution, définitivement pas en cyber. Puis je pense que c'est important que les chefs d'entreprise, les CISO, tous les gens qui ont des décisions à faire réalisent que c'est important d'avoir ce facteur humain-là pour te protéger. Puis je comprends que c'est difficile parce que la cyber, c'est dur à quantifier, c'est difficile de faire des beaux graphiques sur hey, regarde, on est 10% plus sécure parce qu'on a fait ça. Dans les faits, ce genre de truc-là, c'est très difficile à produire tant qu'il n'y a pas d'incident. Puis trop souvent, au Québec, parce que j'en vois beaucoup au Québec, les budgets se débloquent après qu'il y ait une brèche, puis c'est là que ça devient problématique parce qu'il est déjà trop tard. Le 10 ans de négligence de cyber ne sera pas rattrapé en un après-midi. Là. Il y a des processus, il y a une compréhension, il y a préparer tous les exécutifs, préparer l'entreprise à comprendre que c'est quelque chose d'important, puis ça, malheureusement, ça se fait pas en un après-midi. Effectivement, puis je vais clore cette très, très intéressante conversation sur le fait que j'ai reçu un commentaire sur YouTube justement qui te relançait, qui te mettait au défi de produire cette fameuse formation sur Sysmon que tu avais mentionné dans la fois qu'on a enregistré. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus, puis on va clore là-dessus après. Écoute, ce que je propose, c'est peut-être généralement où je donne des formations aux personnes le plus souvent au Québec, c'est au NordSec. Donc, l'année prochaine, je pourrais essayer de proposer un atelier là-dessus, un peu sur l'aspect défensif et attaque. Là. L'année passée, j'avais fait une session de live coding où justement on faisait de l'évasion de EDR en live, mais cette année, je pourrais faire ça s'il y a un intérêt. Je pourrais définitivement faire un atelier où on apprend à configurer parce qu'encore là, il y a beaucoup de compagnies qui ont peur de Sysmon parce que par défaut, le volume de données que ça envoie, ça n'a aucun sens. Puis dans l'ère du cloud, ce qui coûte cher maintenant, c'est l'espace. Donc, ce que je proposerais, c'est d'aller faire des configurations Sysmon locales XML qui sont beaucoup plus légères et intéressantes pour les clients pour être capable d'aller remonter de l'information puis d'avoir de la valeur là-dedans au lieu d'avoir juste des centaines de milliers d'événements par système. Oui, effectivement, ça serait super cool justement au NordSec. Fait que je vais demander aux gens qui lèvent la main pour justement motiver les choses. Je te remercie énormément de cette conversation, toujours très intéressant. On part un peu dans tous les sens, mais ça nous amène toujours sur des aspects très mal aimés de la cyber, puis justement qu'on va pouvoir faire progresser tranquillement. C'est toujours un plaisir. Puis écoute, en souhaitant un joyeux temps des fêtes à tout le monde, puis on se revoit en 2026 en espérant un peu plus sécure. En espérant, oui. Merci. Merci à toi.